Bonjour à tous, merci de participer à ce live entrepreneur, je dirais même chef d'entreprise, devenez Business Angels. L'objectif de cette demi-heure, on va essayer effectivement d'échanger ensemble avec Séverine et Erwan qui se présentent euh, sur leur parcours, leur retour d'expérience, et puis garder une dizaine de minutes pour répondre à vos questions-réponses. Vous avez un chat sur le côté droite normalement, donc n'hésitez pas à inscrire vos questions. On tâchera d'y répondre au mieux, au plus précis. Je me présente, je suis Benjamin Brien, je suis délégué général de France Angels. France Angels est dans la Fédération nationale des business angels qui regroupe 67 réseaux aujourd'hui sur l'ensemble du territoire national, métropole, downtown inclus, avec des réseaux territoriaux, des réseaux thématiques et sectoriels et des réseaux affinitaires d'anciens d'école ou comme le réseau Femmes Business Angels. Ceci correspond à 5500 business angels aujourd'hui en activité au sein de ces 67 structures. Et avant tout, l'objectif de cet atelier, c'est effectivement de montrer qu'en tant qu'entrepreneur, chef d'entreprise, personne en fait étant dans l'aventure entrepreneuriale, peut aussi devenir business angels. Et l'objectif, encore une fois, c'est plus être business angels, plus être entrepreneur financé et mieux l'économie également se porte. Pour débuter, Séverine, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots, s'il te plaît? Oui, bonjour. Je m'appelle Séverine Piodeval, je viens en métier de la gestion d'actifs et de la banque privée en tant qu'analyste financier, puis gérante de fonds actions globaux. Et je suis business angel depuis une dizaine d'années. Alors j'ai commencé parce que de par mes fonctions, j'étais très contrainte dans mes investissements en actions cotées à titre personnel. Donc je me suis tournée vers le non coté. J'ai été aidée par une amie qui m'a invitée à une réunion de femmes business angels à l'époque. Donc j'ai commencé à investir avec eux. Ensuite, je suis passée chez Angel Santé parce que j'avais été spécialisée sur le secteur à une époque et parce que c'est un secteur porteur à long terme. Un peu frustrant aussi parfois parce que les temps de développement sont longs. Et Angel Santé, c'est le premier réseau européen dans la santé et il est très visible côté start-up et côté fonds. J'investis parfois aussi hors réseau, soit via des plateformes de crowdfunding, soit sur des dossiers que je reçois en direct. Ça peut être par des réseaux d'anciens d'école ou parce qu'au bout d'un moment, on est référencé dans des listings. On ne sait pas trop comment on y atterrit, mais on peut avoir un peu de deal flow seul, même quand on est un petit investisseur, ce qui est mon cas. Et voilà, donc j'ai commencé il y a 10 ans. Entre 2012 et 2018, j'ai fait 7 investissements. Ensuite, j'ai fait une pause et depuis 2021, j'en ai fait 4 ou 5, fin 2020. D'accord, merci beaucoup, Séverine. Erwan, du coup? Oui, alors moi, mon parcours, je suis ingénieur de formation. J'ai toujours traîné, on va dire, dans le domaine de la recherche et de l'entreprise. Donc, j'aime beaucoup l'innovation. Et j'ai été amené à créer, avec l'École centrale de Nantes, 2 startups. Une première dans le domaine de l'ingénierie marine et une deuxième dans le domaine de la modélisation numérique, donc mécanique des fluides en général. 2 startups qui sont développées, donc déjà des notions de relation avec des business angels pour le démarrage de cette activité. Puis pour une des deux, un fonds d'investissement qui s'appelle Go Capital, qui était rentré du coup dans notre capital, et 2 entreprises qui ont été cédées. La première à Bureau Veritas Marine Offshore et la deuxième, il y a un an, à Siemens Industrie Software. Donc deux grands groupes là, qui poursuivent les travaux initiés par la startup. Et donc, du coup, s'est posé pour moi la question de réinvestir, notamment, alors il y a des dispositifs fiscaux qui existent. Dans le jargon, c'est du 150 obétaire, qui correspond en fait à une capacité de réinvestissement d'une partie des produits de cession en report d'imposition. Et donc, okay. on a 2 ans pour réinvestir en fait. Il n'y a toujours pas de chat. Ouais. Et donc, voilà, donc je suis dans cette case-là. Et la question, c'était, bon, voilà, est-ce que je le fais tout seul? Est-ce que je le fais à travers un réseau de business angels ou à travers d'autres initiatives? Et donc, j'ai rejoint Mare Angels il y a à peu près
du coup, pour travailler avec eux, du coup, alors, sur toutes les phases de l'investissement. On reviendra peut-être là-dessus tout à l'heure, mais j'y vois du coup un intérêt par rapport à être un peu tout seul. Voilà. D'accord, merci. Du coup, en fait, vous avez deux parcours effectivement assez différents. Toi, Erwan, du coup, pour résumer, c'est en fait, tu es passé de l'autre côté de la barrière. En fait, tu as fait appel à des business angels et à des fonds lorsque tu étais entrepreneur. Et maintenant, pour une question pas uniquement fiscale, mais aussi d'accompagnement et d'aventure entrepreneuriale, tu es passé de l'autre côté. Donc, ouais, c'est vrai, en fait, c'était un petit peu ton métier de l'investissement et le côté, j'ai bien compris, le côté un peu frustrant, effectivement, d'investissement à long terme, peut-être sur des boîtes plus matures aussi, puisque les business angels interviennent vraiment sur des typologies différentes. Est-ce que vous pouvez me dire un petit peu par rapport à vos participations, sans les citer, mais voir effectivement quelle est la différence entre l'investissement business angel et l'investissement en fonds, finalement? Erwan, tu veux commencer ou... Alors, moi j'ai pas aujourd'hui, donc c'est dans le démarrage de ce processus de business angels, donc du coup, j'ai pas encore réinvesti directement ces éléments-là. J'avais participé au préalable, à titre personnel, voilà, au démarrage d'activités d'amis, donc on va dire un business angel indépendant. Ce qui est certain, c'est vrai que moi, dans cette expérience, le fait d'avoir été de l'autre côté de la barrière, c'est-à-dire d'avoir obtenu des financements ou levé des fonds, donne une certaine vision, une certaine culture par rapport à la relation avec le porteur. Donc ça, j'avoue que c'est un sujet qui est intéressant, parce qu'on ne l'a peut-être pas encore trop souligné, mais je pense que ce qui nous anime dans le business angel, c'est pas uniquement la notion financière, c'est vraiment l'accompagnement du développement des entreprises. On est proche d'eux, on les accompagne, et au-delà de l'apport financier, il y a une vraie valeur d'expertise, hein, c'est du sectoriel, hein. Séverine sur Angel Santé, moi sur la partie maritime. Je pense que si on inversait nos rôles, on serait assez peu compétents. Donc c'est cette force qu'on a de bien connaître les écosystèmes, qu'ils soient industriels, financiers, académiques, partenariaux, etc., institutionnels. Et c'est cet apport-là, principalement, je dirais, au-delà de l'aspect financier. Merci, Erwan. Séverine, si tu veux compléter, effectivement, oui, ta peut-être. vision. Donc, sur la similarité entre les investissements start-up, grande boîte, non côté, il y a des choses qui restent les mêmes, qui sont qu'on analyse un marché, on analyse un business model, un business plan, on essaye de jauger l'équipe dirigeante. Les principales différences, c'est alors la valo, parce que la valo dans les startups, c'est juste, c'est doigt mouillé, hein, c'est un concept qui n'existe pas. Alors que dans le côté, on essaye d'être un peu plus rigoureux. Et c'est toute la partie qui est celle que connaissent les VC, etc., qui est la partie administrative. Il ne suffit pas de passer un ordre, il y a un pacte d'actionnaires, il y a ce genre de choses avec lesquelles il faut se familiariser, qui sont les grandes différences. Et après, il y a une différence effectivement dans l'accompagnement qui est plus ou moins marquée, parce qu'il y a des porteurs de projets qui ont plus ou moins envie d'être accompagnés par leur business angel, et puis plus ou moins une capacité de la part des business angels selon leur profil à les accompagner. Mais bien évidemment, on est où on a quand même l'impression d'être un peu plus partie prenante quand on a 1% du capital d'une start-up que quand on achète une société cotée en bourse. Et ça fait partie d'ailleurs des satisfactions de l'exercice, hein. C'est un peu de l'entrepreneuriat par procuration. On a l'impression que c'est un peu sa boîte. Et c'est intéressant, en fait, préparer cet atelier, on n'en avait pas parlé, mais là, vous l'avez abordé tous les deux quand vous êtes présentés, c'est que vous êtes aussi, vous êtes aussi, entre guillemets, un business angel individuel, donc à côté des réseaux. Et je me permets de rebondir là-dessus en vous posant cette question à tous deux. Quel apport le fait d'être dans un réseau, qu'est-ce que cela vous apporte en plus? Quelle est la différence en tant qu'activité de business angels indépendante, individuelle, et business angels de manière collective au sein d'une structure telle qu'un réseau de business angels? C'est vrai? Oui, alors il y en a plusieurs. D'abord, pour être business angel indépendant, la plupart du temps, il faut avoir un ticket d'entrée qui est supérieur à celui qu'on met dans les réseaux. C'est-à-dire
Il y a quelques exceptions, hein, mais sinon, à l'heure actuelle, la plupart des gens qui viennent voir des business angels individuels, ils viennent les voir pour des tickets qui sont plutôt supérieurs à 100 000 euros, alors que dans des réseaux, voire des plateformes de crowdfunding, vous êtes très, très au-dessous de ce seuil. Donc, ça peut être un déterminant du choix, même une obligation de se tourner directement vers des réseaux. Après, l'avantage d'un réseau, moi j'ai connu les deux, hein. J'ai connu le réseau généraliste, puisque FBA, c'est un réseau qui cherche évidemment à favoriser l'investissement des femmes et dans des sociétés de femmes, qui finance aussi des hommes évidemment, et qui présente tous les secteurs d'activité de la santé par essence. On n'est que sur de la santé. Ce qui est comme Angel Santé, c'est que vous avez accès à moins de 150 personnes très compétentes l'immense majorité sont des praticiens, donc médecins, pharmaciens, vétérinaires, et donc ont une connaissance des dossiers qui est très très supérieure à la moyenne, et sont aussi incontournables en termes de flow, et utilisés comme conseil. C'est une dimension un peu particulière d'expertise de nouveau. Plus généralement, pour un novice, je pense qu'il vaut mieux adhérer à l'un, voir si on a le temps et en fonction de ses centres d'intérêt, un généraliste, un spécialiste. D'abord, ça permet d'avoir ça tombe pas quand on débute, de se former si besoin à l'analyse, au pacte d'actionnaires, à toutes ces choses. Il y a pas mal de réseaux qui font ça aussi. Et puis même si vous ne suivez pas les formations, vous êtes accompagné par les autres membres du réseau. Il y a aussi un premier filtre qui est fait par le réseau, c'est-à-dire qu'ils reçoivent des centaines de dossiers, ils en sélectionnent quelques-uns. Donc, ce qui vous arrive est déjà présélectionné. Et puis, quand on le fait seul, on se prive de la dynamique de groupe, c'est-à-dire que les questions des autres peuvent compléter les vôtres. Il y a des questions qui peuvent vous faire défaut, qui seront celles de votre voisin. Et c'est assez sympa aussi. Ça vous permet de rencontrer des gens qui sortent un peu de votre environnement professionnel habituel, avec des gens différents. Donc, on peut peut-être, mais je le ferai peut-être après Arwa, nous expliquer un peu comment ça fonctionne, un réseau et un investissement en réseau. Ça va être une de mes questions, effectivement. Mais Erwan, peut-être effectivement, tu peux déjà rebondir et compléter ce qu'a présenté. Je crois aussi que tu es sur un réseau territorial aussi, géographique, Erwan, non? En plus de Merangels. Non, Merangels intervient partout, hein, donc il n'y a pas de limitation aujourd'hui sur le territoire. Si on reprend les différents stades un peu là effectivement de l'investissement, on a la partie identification de projet, sourcing. Donc c'est sûr que quand on est seul, alors soit on est déjà connu, les gens savent que vous pouvez investir et viennent toquer à la porte, soit il y a un deal flow qui effectivement est géré par le réseau. Et là, vous adressez forcément beaucoup plus de choses et dans une approche un peu plus professionnelle. Parce que le deal flow peut être préqualifié avec du coup une sélection faite par des experts. Voilà, je pense qu'en santé, pareil, dans tout domaine industriel, il y a des expertises qui sont assez pointues. On investit en général dans des sociétés innovantes. Forcément, ils sont à la pointe de ce qu'ils font. Et donc, c'est assez difficile de maîtriser l'ensemble des sujets. Donc là, être en réseau, ça veut dire que dans la sélection et le sourcing, vous avez un vrai apport du réseau. La décision d'investissement aussi, je pense qu'on est rassuré quand on investit à plusieurs. Quand vous mettez, comme le disait Séverine, 100 000 euros à titre personnel ou 10 000 euros à 10, ça a le même impact pour l'entreprise, mais vous avez dilué votre risque et puis vous avez pris une décision un peu plus collégiale que tout seul. Sachant que dans le monde du business angel, effectivement, on a des boîtes très, très early stage, donc avec des risques derrière, à la fois de succès incroyables, mais aussi parfois d'échecs. Donc, du coup, c'est un élément important, cette mutualisation du risque. L'accompagnement aussi, hein, donc on en a parlé, le fait d'être plusieurs, c'est-à-dire qu'on peut se répartir le travail d'accompagnement sur différentes entreprises en fonction de ses domaines de compétences ou de sa complémentarité aussi avec l'équipe. Est-ce qu'elle a besoin d'un profil plus commercial, plus technique, plus institutionnel? Et puis après, les ouvertures aussi qu'apporte le réseau, donc mise en relation industrielle. Aujourd'hui, quand on a un jeune qui démarre une start-up qui n'a pas encore ce réseau, cette expertise,
le réseau des business angels peut lui apporter et lui ouvrir quasiment toutes les portes de par la complémentarité des acteurs qui composent le réseau. Donc forcément, être à plusieurs vraiment sur ce sujet-là, c'est plus efficace. Et puis, voilà. Après, quand on est tout seul, bon, soit effectivement, on se dit que c'est le coup du siècle, c'est génial, voilà, on est le seul à avoir vu l'entreprise, elle est venue nous voir parce qu'on est exceptionnel, mais c'est quand même plus rare. Et surtout avec tous les développements aujourd'hui de réseau qui existent. Merci Erwan, merci Séverine pour ces précisions. Effectivement, donc du coup, c'est une question de mutualisation et de management du risque finalement. Donc, un peu comme ça. Et d'ailleurs, effectivement, il y a tout un process. En fait, il y a aussi l'avantage du réseau, c'est la structuration. Vous en avez parlé, je crois que c'est Séverine qui a commencé à en parler. Voilà, il y a tout un processus, une sorte d'entonnoir finalement, qui vous permet d'avoir des dossiers les mieux qualifiés qui vous sont présentés. Effectivement, ça prend du temps. Comment ça se passe au sein de vos réseaux? C'est des réunions mensuelles, bimensuelles, trimestrielles, ou en fait des dossiers qui ont été présélectionnés? Comment c'est structuré? De présélection qui se fait en amont. Il y a des gens du réseau qui se dévouent concrètement pour étudier tous les dossiers qui arrivent et les sélectionner. Ensuite, je crois que dans tous les réseaux, le fonctionnement est le même, c'est-à-dire que vous avez une session de pitch par mois, parfois 2. C'est en soirée ou en fin d'après-midi, 4-5 startups vous font une présentation, une session de questions-réponses, un cocktail qui vous permet de rencontrer les porteurs de projets ou d'échanger avec vos pairs. Et ensuite, vous déterminez sur l'intérêt que vous avez pour le dossier. Vous pouvez éventuellement participer à l'instruction, donc une étude un peu plus approfondie. Une étude un peu plus approfondie du dossier. Et ensuite, vous présentez vos conclusions, vous réunissez les intentions d'investissement. Et puis là, il y a la phase un peu moins amusante où il faut coordonner toute la partie administrative pour clôturer l'opération. Ceci étant dit, vous pouvez tout à fait être uniquement suiveur, entre guillemets, c'est-à-dire ne pas faire la phase d'approfondissement du dossier et décider que vous investissez sur les dossiers qui sont sélectionnés par les autres. En général, vous engagez sur un minimum d'investissement annuel. Et je crois que c'est plus rare. On peut vous demander de vous engager sur la participation à une due diligence, donc une session d'études. C'est pas systématique. Et dans tous les cas, vous avez souvent aussi, dans tous les réseaux, des sessions de formation. Soit de faire une session sur le business plan si ça vous pose un problème. Bon, là, on est sur a priori des gens entrepreneuriat, donc c'est pas le sujet, mais le pacte d'actionnaires avec des fonds, ça peut être un sujet à étudier. Ouais, sur des sujets d'approfondissement, comme tu disais, ou techniques, plus techniques, peut-être, parce que personne ne maîtrise pas tout. Hein. Ça peut être aussi l'analyse de bilan ou autre, effectivement, des juridiques aussi, qui est un peu quelque chose de spécifique et qui est un vrai métier en soi. Et Erwan, du coup, toi, de ton côté, ça se passe comment? Ça se passe comme... Oui, ça se passe comme décrit par Séverine. Je rajouterai juste en complément qu'on a aussi des outils de plateformes qui permettent d'avoir accès à l'ensemble des entreprises, des decks, des suivis, de voir comment les gens se positionnent. Donc, c'est extrêmement bien fait. Ça permet de centraliser l'information et d'avoir tout au même endroit. Et c'est un très bon support là, pour faire aussi le suivi des différents projets. Donc, voilà, donc ça se passe effectivement de cette sorte-là. C'est très efficace à la fois pour les chefs d'entreprise aussi qui s'entraînent à pitcher auprès de business angels, qui après, plus tard, pitcheront peut-être sur des comités d'investissement de plus grands fonds. Donc, c'est aussi, ça fait partie du parcours de l'entrepreneur de pitcher, de se présenter et d'avoir des retours pour convaincre. D'accord. Et en fait, être business angel, c'est pas vraiment un métier, c'est une activité annexe ensuite de vos activités professionnelles. Qu'est-ce que ça vous apporte finalement en plus? Le potentiel retour sur investissement qu'on espère tous en tant que business angel, mais plutôt l'autre côté, en fait, qu'est-ce que ça vous a apporté ou qu'est-ce que ça vous apporte aujourd'hui d'être business angel à titre personnel? C'est vrai? Alors, je vais revenir à
la première fois que j'ai pris connaissance avec l'activité. La première impression que j'ai eue après une session de pitch, c'est rafraîchissant en fait. C'est compliqué d'aller à une réunion de plus quand la journée de travail a été longue et ou compliquée, mais voir des gens se lancer, oser, ça donne de l'énergie. Et donc je suis assez fan de ce genre d'exercice. Deuxio, je trouve que ça permet de découvrir des secteurs d'activité, de découvrir où et comment on innove. Et on peut aussi bien apprendre quel est le coût d'acquisition d'un client pour un site d'e-commerce dans la mode que découvrir la dernière approche thérapeutique dans une maladie rare. Donc, c'est un peu une culture générale économique et un aperçu de l'innovation en France et parfois ailleurs. Ensuite, il y a les échanges, j'en parlais tout à l'heure, que ce soit avec les porteurs de projets ou les autres business angels. C'est enrichissant de sortir un peu de son univers habituel. Et ensuite, et bon, c'est pas une liste par ordre d'importance. Il y a la création d'emploi, j'en ai parlé, je crois aussi tout à l'heure, de suivre le développement de la société. Il y a une vraie fierté de voir le logo de votre boîte. Je le disais tout à l'heure, même si vous avez 0,5% du capital, c'est un peu votre boîte. Et enfin, pour donner quand même un équilibré, ça apprend aussi la gestion de la frustration ou de l'échec, parce que comme vous le mentionniez, ça ne se passe pas toujours bien. On investit dans des boîtes qui souvent ont juste leur tout premier client et donc qui sont à un stade extrêmement risqué. Effectivement, ça apprend un peu l'humilité en fait sur le sujet. Erwan ? Je rajouterais que moi j'ai eu ce passé d'entreprise, l'opportunité de créer deux qui ont eu des succès assez sympas, qui surtout ont trouvé des sorties industrielles, ce qui est pas toujours le cas, et puis des beaux projets derrière de développement. Donc du coup, une vraie fierté d'avoir accompli ça. Mais c'est des projets enfin, moi, à titre personnel, ça m'a pris 10 ans, plus en amont, presque 5-8 ans de formation pour atteindre un niveau d'expertise technique suffisant pour être capable de se lancer dans l'entrepreneuriat avec une vraie différenciation sur ce que faisaient les autres. Donc, c'est le projet d'une vie en général, une entreprise comme ça. Et donc, la question se pose après, une fois qu'on a cédé son entreprise, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je recrée une entreprise? En général, on a un peu vieilli, on s'est un peu usé parce que c'est pas un sacerdoce, hein, c'est compliqué, toutes ces étapes-là. Et c'est vrai que se dire on va aider des gens plus jeunes qui sont au stade de maturité où on était, nous, il y a 15 ans, moi, ça m'a vraiment séduit. Et je pense que j'étais plus utile aujourd'hui pour faire profiter de mon expérience et de mes capacités financières plutôt que de recréer tout seul une entreprise sur un sujet d'expertise qui n'aurait pas été le mien parce que quelque part, j'ai déjà accompli ce que j'avais pu faire sur mon domaine d'expertise, on va dire. Voilà, donc du coup, un vrai intérêt, une vieille fierté pour transmettre, apporter ces éléments et de le réaliser du coup par procuration, comme disait Séverine, parce que c'est compliqué de monter une boîte et il faut avoir l'idée, le positionnement, l'équipe, etc. Voilà. D'accord. En fait, finalement, effectivement, c'est le partage avec les gens, rencontrer les gens, participer à une aventure entrepreneuriale par procuration, en fait, un petit peu. Et aussi, en fait, il y a aussi un autre point, parce que les gens pensent tout le temps, en fait, quand on parle de business angels, on voit tout le temps Xavier, Merci Monsigny et autres. Finalement, être business angel, c'est pas forcément être millionnaire non plus. Les tickets sont très variables, effectivement, et surtout quand on intervient à plusieurs, les tickets peuvent être beaucoup plus faibles. Donc, après, les limites, je ne sais pas, ça dépend peut-être des secteurs, mais nous, sur Angels, à plusieurs, on peut aller sur des tickets entre 300 et 800 000 euros. Donc c'est des sommes qui peuvent être assez importantes. À titre personnel, il faut effectivement être millionnaire en général pour les mettre sur un deal ou sur plusieurs deals pour répartir le risque. Mais quand on divise ça par 10 ou 15, quand les membres du réseau suivent ensemble, ce sont des tickets qui sont plus accessibles. Ok, merci beaucoup. Une petite parenthèse pour les participants. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les inscrire dans le chat. On prendra du temps pour y répondre.
Petite question, du coup, si vous aurez un conseil à donner, alors il y a une question, on va peut-être y répondre maintenant, je vous poserai une petite question bonus juste après. Comment gérez-vous la dilution lors des seconds tours? Alors, Ouais, en fait, concrètement, non. Il y a deux options, c'est de remonter ou de se laisser diluer. Mais effectivement, on investit très en amont. C'est une bonne question, on investit très en amont et quand je dis 0,5-1%, ça peut vite être beaucoup moins. D'accord, effectivement, en fait, il y a second tour. Soit c'est vous qui mettez uniquement les business angels qui réinvestissent dans l'entreprise, donc il n'y a pas forcément de dilution. Quand il y a un fonds qui intervient sur un second tour ou un troisième tour, si vous ne remettez pas de l'argent dedans, effectivement, vous êtes d'une certaine manière dilué. C'est ça? Oui, mais même quand c'est les business angels, vous pouvez choisir ou pas de participer. En fait, quand vous investissez en tant que business angel, effectivement, ça fait partie de la stratégie et il faut savoir comment vous voulez vous organiser. Mais soit vous première fois, mais que vous n'irez pas sur les tours suivants, parce que pour des questions de moyens, vous voulez faire plusieurs investissements, etc. Soit effectivement, vous prévoyez en amont qu'il faudra remettre au pot régulièrement. Ça, après, ce sont des choix personnels, mais oui, quand vous investissez à ce stade-là, il y a un cadre d'augmentation capitale. C'est effectivement toujours un conseil qu'on donne au niveau de la fédération pour les nouveaux business angels, c'est quand ils investissent dans un dossier, qu'ils s'attendent dans les 18-24 mois grand maximum, au plus tard plutôt, de remettre au pot, comme tu le disais Séverine, et donc au moins le même montant. Parce que l'accompagnement, ce n'est pas un investissement one shot, c'est un accompagnement dans la durée, c'est ce que j'ai compris vos témoignages. Et donc, du coup, effectivement, l'accompagnement se fait financièrement et en termes de temps, d'expertise, de contact et de compétences. Une autre question. Pardon, la dilution est une chance dans une entreprise qui se développe et qui se valorise. Quand on est venu en early stage, en général, c'est un bon signe. Donc, moi, je ne le vois pas forcément comme un problème. Et puis, en tant que business angel, on n'a pas vocation à être majoritaire au capital ou quoi que ce soit. Donc, du coup, c'est plutôt des belles réussites, je pense, quand on se pose des problèmes de dilution par des fonds qui viennent valoriser l'entreprise au-delà de ce qu'on avait fait initialement. Une autre question. Arrivez-vous à dégager des plus-values malgré les risques d'investir dans des startups aussi jeunes? Quelle question. Est-ce que vous êtes déjà sorti positivement? Si j'utilisais une analyse façon VC par rapport au premier fonds, je ne vais pas juger de mes investissements 2020-2021, mais sur la première partie, je suis en positif. J'ai encore la moitié de bien, parce que c'est des sorties un peu lentes, mais en tout cas, les boîtes non. Donc, je suis en positif, c'est pas non plus énorme. J'ai pas vu, j'ai essayé avant en fait, sur le TRI des business angels où j'ai rien trouvé j'ai entendu de manière tout à fait informelle dans des réunions comme celle-ci des gens mentionner des TRI stratosphériques. Ça reste, je suis pas sûre que ce soit la généralité. Je pense qu'il faut vraiment partir du principe que en termes d'investissement, c'est ce qu'il y a de plus risqué. C'est plus risqué qu'investir dans un fonds de VC. Et là, les fonds de VC, je crois qu'il y en a 95% qui ne sont pas en positif. Et donc, voilà, vous pouvez, avec des réseaux, avec un peu de connaissances, etc., vous pouvez un peu diminuer le risque et arriver à qualifier un peu mieux vos dossiers, mais ça reste. Le conseil qu'on donne au niveau national, au niveau de la fédération, c'est d'investir plus de 5 à 10% de son patrimoine liquide disponible dans ce type d'activité. Et tout à l'heure, en fait, donc, il est bientôt 11h30, à 11h45, il y a un autre atelier, un autre live, en fait, de la startup à l'exit, et on va voir le témoignage d'une startup qui a été financée par les business angels, dont certains sont sortis partiellement et d'autres sont encore restés. Et on va
parler également d'un peu du retour sur investissement de ces business angels dans l'accompagnement de cette entreprise. C'est à 11h45 de la startup à l'exit, la thématique. Donc, je serais heureux de vous retrouver là-bas si vous voulez effectivement entrer dans le vif du sujet sur cette question-là. Je vois qu'il est 30. Peut-être rapidement, une petite question bonus. Si vous avez un conseil à donner aux potentiels business angels, aux futurs business angels, j'espère qu'ils nous rejoindront et qui sont en train de nous écouter. Sachant que vous en avez distillé pas mal déjà dans vos témoignages, dans vos retours d'expérience. Moi, je dirais simplement venir voir France Angels et puis les réseaux de business angels thématiques en fonction de leur appétence, quoi, hein. Je pense que c'est là, venir. Moi, j'ai eu la chance d'être accueilli, de participer à des premières réunions pour voir comment ça se passait. Et puis après, on voit très vite qu'effectivement, il y a un fit et un intérêt de rentrer dans le réseau. Donc, ouvrez la porte et puis vous serez bien accueillis, je dirais. C'est vrai. C'est vrai. Donc idem, au moins au début, je pense que ça vaut la peine de rejoindre un réseau. Ensuite, bien se souvenir que le reward est élevé, hein, parce qu'effectivement, on fait des multiples, des fois X quand ça marche, mais le risque aussi. Et puis en finale, je pense que justement, parce que ça se passe pas toujours bien, etc., indépendamment de toute la phase d'étude et d'objectivation d'un business plan, ou investissez dans quelque chose que vous aimez. Et où que vous connaissez, mais parce que vous aurez au moins cette satisfaction d'avoir, enfin, ça peut ne pas marcher pour tout un tas de raisons, mais vous aurez la satisfaction d'avoir fait quelque chose qui vous plaît, d'avoir soutenu quelque chose qui vous plaisait. Ok, merci beaucoup à vous deux pour votre temps, pour vos riches témoignages. J'espère qu'effectivement, on aura pu répondre aux différentes interrogations de nos auditeurs. Donc, merci beaucoup Séverine, merci beaucoup Erwan. Et donc du coup, n'hésitez pas à venir sur l'autre atelier de 11h45 si vous êtes intéressé effectivement à voir le parcours de la startup jusqu'à l'exit et voir effectivement comment cette activité de business angel avoir un retour sur investissement en plus du retour personnel et la satisfaction qu'on a d'accompagner ces jeunes entrepreneurs. Merci à toutes et à tous et n'hésitez pas à aller sur, si vous êtes présent à Big, n'hésitez pas à aller à la place de rendez-vous. Il y a près de 18 réseaux de business angels qui sont actuellement présents et qui pourront répondre à vos questions. Merci, au revoir. Au revoir, merci. Merci.